Quelles sont les ruptures que STUV anticipe? Je pense que depuis sa création, STUV anticipe la fin des énergies fossiles. C'est sur cette base-là que la société est née, puisque Gérard Pitance, fraîchement diplômé d'études de design industriel, recherche avec son épouse un moyen de chauffage. Et tous les deux ayant vécu les crises pétrolières, les marées noires, certaines guerres pour le pétrole, ils se refusent de se chauffer au mazout ou au gaz, et donc ils cherchent un moyen de chauffage alternatif. Et ils se sont dévolus sur le bois. Et lorsqu'ils ont été faire le tour des magasins pour acheter un poêle à bois, étant tous les deux designers industriels et plutôt orientés vers le contemporain, tout ce qu'ils ont trouvé dans le commerce était type rustico-comique, comme ils le décrivent. Et c'est ainsi que Gérard Pitance a dessiné son premier poêle, le STUV 60, qui est quelque part le début de l'entreprise. Et donc à cette époque-là, je pense qu'il y avait déjà cette anticipation de se dire que les énergies fossiles n'étaient certainement pas la panacée, et que l'utilisation d'énergie locale, renouvelable, avait bien plus de sens. Et tout au long de l'entreprise, je pense que STUV a fait depuis 40 ans maintenant, puisqu'on vient de célébrer les 40 ans de STUV, preuve de beaucoup d'anticipation. Également dans les normes, puisque on est dans un contexte européen où les normes deviennent de plus en plus drastiques à tout niveau. Et dans notre secteur, il y a des normes de plus en plus strictes concernant les rendements, ce qui permet d'utiliser moins de bois pour avoir une même production de chaleur, mais également des normes qui sont de plus en plus strictes au niveau des émissions, que ce soit des émissions de CO, de COD, de particules fines. Et là, STUV a toujours été précurseur dans le sens où on a toujours anticipé ces normes. Et si je prends pour exemple la dernière norme Ecodesign 2022 qui est en vigueur depuis maintenant 1 an et demi, les performances de son appareil sont nettement supérieures que ce que la norme exige. C'est-à-dire qu'on a des rendements bien supérieurs à ce que la norme exige et nos niveaux d'émissions sont bien plus bas que ce que la norme exige. Donc il y a cette notion d'anticipation permanente, mais également une notion d'anticipation sur les besoins et les frustrations des gens qui sont pour nous des sources d'inspiration. Et derrière le développement de tout nouveau concept, il y a à chaque fois un travail qui consiste à filtrer l'air du temps et à détecter les frustrations chez les différents intervenants de toute la chaîne qui est en contact avec nos produits. Et c'est sur base de ces inputs que quelque part on développe des nouveaux concepts toujours très innovants, toujours en rupture avec ce qui peut exister. On est plutôt sur l'innovation de rupture que sur l'innovation continue. Ce qui nécessite beaucoup de moyens, des moyens humains, et deux, dans le temps, ça prend toujours beaucoup plus de temps. Mais c'est plus de 5% du chiffre d'affaires qui est annuellement réinvesti dans la recherche et développement pour garder cette avance et poursuivre cette anticipation. Je vais aller encore un petit peu plus loin dans certaines ruptures potentielles pour notre secteur. Là où on souhaite créer une rupture, c'est notamment au niveau des émissions de particules fines, qui est finalement le seul défaut du bois énergie. Avec notre poêle à pellets P10 et le tout nouveau poêle à pellets qu'on vient de lancer maintenant, qui est le STUV P20, on arrive à des niveaux de particules fines quasiment proches de zéro. Donc c'est cet objectif de zéro émission de particules fines, on se l'est fixé déjà depuis plusieurs années. Là on y arrive dans des produits qui sont maintenant commercialisés. Alors c'est plus facile à atteindre sur des poêles à pellets, on a une gestion de la combustion qui est automatisée. Pour le bois bûche, on a là également anticipé, et ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on a développé avec l'Université de Namur un filtre catalytique qui permet de réduire
drastiquement les émissions nocives. Ce sont des technologies qui sont basées sur le biomimétisme et qui intègrent des hyper spécialités de l'Université de Namur. Mais là aussi, on va pouvoir aller vraiment un cran plus loin par rapport à tout ce qui existe dans le marché au niveau de l'efficacité et quelque part, là aussi, anticiper des ruptures potentielles dans les normes. Si demain on devait nous dire que la norme se durcit encore nettement plus par rapport à la norme Eco-Design 2022, on sera déjà prêt par rapport à ces évolutions. Des ruptures, on en anticipe également dans tout ce qui est sourcing de nos composants dans toute la supply chain. Et je pense que en termes de design fiction, on ne pouvait pas faire mieux que le Covid et la guerre en Ukraine. En tout cas, je suis convaincu que ce qu'on a vécu durant la crise du Covid et l'année passée, quand les prix de l'énergie ont explosé, ne sont qu'une répétition générale de phénomènes qui vont se répéter dans les années qui viennent et quelque part devenir structurels d'ici les 20 ou 30 prochaines années. Et là aussi, je pense que Stu va anticiper en restant un acteur local. Je pense qu'on est un des seuls acteurs de l'industrie qui a décidé de continuer à fabriquer localement et à choisir des sous-traitants proches de chez lui. Il y a plus de 90% de nos achats sont sourcés dans un rayon de 300 km, principalement en Belgique et en France. Et ce qui explique que durant la crise du Covid, on a gardé des délais équivalents à nos délais avant Covid. Ce qui a été pour nous commercialement un succès. Ça nous a permis de prendre des parts de marché et de se faire connaître chez des installateurs qui n'étaient pas encore dans notre portefeuille de clients auparavant. Et donc cette anticipation de rupture dans l'échelle de valeur au niveau mondial nous a vraiment quelque part pas seulement sauvé mais permis vraiment de se développer puisque sur les 2 dernières années l'entreprise a doublé de taille grâce à tout ce qu'elle avait pu justement anticiper à ce niveau-là. Pour rebondir justement par rapport à ces installateurs, ce qu'on constate et ce qu'on anticipe, c'est un changement important dans la manière dont le consommateur final justement s'attend à recevoir du service. Il faut savoir que jusqu'ici, un consommateur final est une personne intéressée par l'installation d'un appareil de chauffage qui fait une démarche vers un installateur, revendeur, enquête un petit peu, finit par acheter un appareil, se le faire poser et l'utiliser. Ça c'était jusqu'ici le schéma assez classique, mais ce qu'on constate c'est que le consommateur final maintenant c'est plus uniquement ça qu'il recherche, il est à la recherche justement d'une expérience complète. En fait il sera satisfait et il recommandera notre marque, nos produits, notre philosophie qu'à partir du moment où la totalité de son parcours consommateur aura été bonne, voire parfaite du début jusqu'à la fin. Et ça en fait c'est pas une mince affaire parce que nous aujourd'hui on contrôle une partie de la communication, une partie des informations que le consommateur final reçoit, mais pas tout. Et pour cause, il y a différents intermédiaires qui apparaissent tout au long du parcours. L'intermédiaire par excellence, c'est le revendeur installateur qui va proposer le produit et l'installer, mais il y a aussi des architectes ou toute personne qui à un moment ou à un autre parle de notre produit ou de notre marque. Et donc le parcours consommateur, il est fait de plusieurs étapes. Il est fait de la première étape où une personne apprend qu'il existe un moyen de chauffage au bois ou au pellet, toutes les étapes de prise d'informations à travers des sites internet de nos partenaires ou nos sites internet à nous, toute la partie liée à la vente de l'appareil proprement dit, de l'installation et puis surtout de son utilisation, de la gestion du service après-vente, etc. Et donc l'expérience du consommateur final, elle ne sera bonne que si
chacun des touchpoints qui apparaissent tout au long du parcours, eux, sont bons. Et donc ce que on anticipe, ça on sait à quoi tient la bonne expérience. Maintenant, le grand défi, c'est d'aller s'assurer que chacun des touchpoints est bon. Sur une échelle de 1 à 10, idéalement, il faudrait se trouver à 8-9 sur chacun des touchpoints. Et ça c'est très différent, de ce qui se passait par le passé, où finalement, quand la dernière étape était bonne, finalement la personne se disait « Ok, j'ai un produit, il est installé, c'est bon. C'est bon comme ça. » Donc ça c'est un gros travail, et l'idée c'est de Steve qui va chapeauter un petit peu tout ce process-là en collaboration avec des architectes, des revendeurs. Et puis pour terminer, ou pour rajouter le point de la digitalisation, aujourd'hui les gens ont accès à toutes sortes d'informations très vite via les réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est une autre chose dont on doit tenir compte. Et puis notre capacité, grâce à cette digitalisation, de monitorer aussi chacune des étapes du parcours consommateur. Et nos partenaires installateurs font vraiment partie de notre stratégie d'économie circulaire, puisque non seulement ils vont installer, mettre en service le produit, l'entretenir, voire le réparer, mais le jour où on va devoir le reconditionner ou le recycler, on a également besoin de cette collaboration pour savoir où se trouvent les appareils, quel a été leur historique, pour que nous-mêmes on puisse, dans notre atelier de reconditionnement, être le plus efficace possible, et à terme dans nos usines de démontage également avoir l'historique du produit. Quand je parle d'usine de démontage, je reviens par exemple à l'acier. On sait que les réserves de minerais de fer diminuent chaque année. En fonction des scénarios de croissance de l'économie mondiale, il se peut que d'ici 30 à 40 ans, c'est donc demain, on ait épuisé toutes les réserves de minerais de fer. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus produire de nouvel acier, et qu'on va devoir travailler avec le stock existant d'acier qui est recyclable dans des aciéries électriques. Mais ça voudra dire qu'on devra quelque part, si on veut être sûr d'avoir de l'acier, pouvoir nous-mêmes suivre nos matériaux pour les récupérer en fin de vie et alimenter les aciéries électriques. Des aciéries avec lesquelles on travaille aujourd'hui, d'ailleurs, dans ces contrats, impose à ses clients de ramener certaines quantités d'acier régulièrement pour alimenter sa propre chaîne d'acierie électrique. Et effectivement, peut-être pour terminer, la bonne connaissance de tout ce parcours consommateur et ce bon monitoring va nous permettre d'inciter les gens à rappeler l'appareil une fois qu'il sera en fin de vie, pour que justement tout cet acier puisse être par nous recyclé et réutilisé. Donc c'est très... Alors il nous faut un contexte et des infrastructures adéquates. Il nous faut préserver une certaine compétitivité des entreprises. On sait que la main-d'œuvre en Belgique est une des main-d'œuvre les plus chères au monde. Et ce n'est pas que les travailleurs gagnent plus qu'ailleurs, mais c'est que toute la chaîne est beaucoup plus taxée. Donc la préservation de la compétitivité des entreprises est très très importante. Pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat et avoir des politiques qui stimulent l'innovation et qui mettent un cadre législatif stable et motivant pour les entrepreneurs. Oui, certainement se donner les moyens d'une digitalisation accélérée, c'est un enjeu important pour parvenir à cet objectif.